de l'Asie. Philippe Fayère est historien. Il vit à Hanoï depuis 15 ans. Vous changé depuis que vous êtes arrivé? Oui, beaucoup. La première fois que je suis venu en 94, il n'y avait pratiquement pas de voiture et il n'y avait pas de taxi. La circulation était autrement plus fluide. C'était en 94 et j'étais à vélo. J'étais à vélo parce que ça me semblait beaucoup plus simple et il me fallait un certain temps d'adaptation pour comprendre les règles de circulation, qui sont un petit peu particulières. Le code de la route est absolument identique au nôtre, mais les règles de circulation ne sont pas les mêmes. Donc quand on veut indiquer qu'on tourne à droite ou à gauche, ici c'est le menton qui l'indique. Beaucoup plus sûrement que le clignotant. Au siège de l'école française d'Extrême-Orient, Philippe se prépare à quitter Hanoï. Ce soir, il part pour le nord du pays, où il mène un programme de préservation de grande envergure. Il a l'habitude de travailler avec les ethnies de la région. C'est bon, on a tout ce qu'il faut? Tu as bien vérifié le matériel, l'encre, le papier? Donc la région dans laquelle nous allons est la région de Lào Cai et Sapa. Donc ça se trouve où? Ça se trouve à la frontière de Chine. Vous voyez, le Vietnam a une forme très allongée. On est dans les régions de plaine côtière ou de delta. Et il y a la rivière qui prend sa source en Chine, le fleuve Rouge. Et nous allons là, dans cette région, dans la vallée de Sapa. On connaît l'existence depuis 1924 d'un ensemble de roches qui portent des gravures, des entailles, des dessins, dont jusqu'à présent, personne n'avait fait l'inventaire complet. Et c'est le travail auquel on s'attelle, nous, FAO, avec la province, depuis 4-5 ans, à peu près. Pour rejoindre les provinces du Nord, direction la gare centrale d'Hanoï. Au Vietnam, le train est encore le moyen le plus pratique pour se déplacer et parcourir les 300 km qui séparent la capitale de la frontière chinoise où doit se rendre Philippe. La voie ferrée a été construite par les Français au temps de l'Indochine, à l'époque où Hanoï n'était qu'une petite ville de province. Aujourd'hui, on y compte plus de 3 millions d'habitants et la voie passe au milieu des habitations. Les gens ont pris les mètres carrés, les demi-mètres carrés là où ils pouvaient. Ce qui fait que les maisons sont à 20 cm des wagons quand les wagons passent. Et ce qui pose un véritable problème, parce que si on veut agrandir tout ça, faire un réseau ferré un peu cohérent avec des doubles voies, puisque pour l'instant c'est une voie simple, ça veut dire détruire un nombre d'habitations absolument considérable. Pas forcément des grandes habitations, mais sachant qu'il y a à peu près 3 mètres carrés par habitant, ça fait beaucoup de gens à mettre dehors. Pour sortir d'Hanoï, le train emprunte le pont Long Bien, anciennement le pont Paul Doumer. 10 heures de voyage avant d'atteindre les vallées du nord du pays. Le lendemain, dès l'aube, Bruno parcourt les montagnes à bord d'un VAT, un vieux tout-terrain russe. Voilà, c'est la Jeep russe telle qu'elle était fabriquée il y a 25 ans ou il y a 30 ans et qui était destinée à l'époque à envahir l'Europe. Et l'avantage de ce type de véhicule, c'est que ça démarre par tous les temps. Ça s'adapte à un milieu tropical
Et c'est prévu pour la Sibérie, donc ça passe absolument partout. C'est de la vraie tôle. Un peu plus haut sur la route, Philippe a rendez-vous avec ses assistants. Ils habitent toute l'année dans la région et l'aident à chacune de ses missions. Donc là, on découvre à peu près le théâtre des opérations. On voit le cours d'eau qui coule à peu près à 1000 mètres d'altitude, la route qui chemine vers le fond de la vallée, et toute cette crête qui va s'abîmer dans le cours d'eau. Et c'est tout au long de cette crête qu'on a trouvé à peu près une centaine de pierres gravées que l'on a toutes estampées. Dispersées sur les flancs de la vallée de Sapa, des roches de plusieurs tonnes, toutes gravées. Des dessins qui gardent encore tout leur mystère. Depuis 4 ans, Philippe effectue sur ces pierres des estampages. Il reproduit sur papier les inscriptions sculptées dans la roche. Un programme qu'il dirige pour le compte du gouvernement vietnamien. Et comme à chaque fois qu'il revient ici, Philippe commence par chercher les pierres qu'il a repérées au cours de sa mission précédente. Ça n'a pas changé? Celle-là, non, mais je crois qu'il y en avait une autre là. Qu'est-ce que me dit mon GPS? J'en ai un souvenir assez précis en fait de cette pierre. Elle n'est pas facile à retrouver, mais avec le GPS. Un petit problème, il y a une pierre gravée là dessous. Bah, les paysans qui essaient d'enlever les pierres de leur champ, ce qui est pas un moindre mérite, ont trouvé plus utile de mettre les pierres sur les pierres qu'il y avait déjà. Donc la pierre gravée, là, elle est dessous. Comme tout l'ensemble de ce petit vallon a été réaménagé, plutôt bien d'ailleurs, on s'inquiète un petit peu pour savoir dans quel état se trouvent les pierres qui sont de l'autre côté, qui elles aussi sont gravées. Donc on va aller voir tout de suite. Difficile pour Philippe de tenir à jour son inventaire. Ici, tout bouge tout le temps. Dans ces vallées du nord du Vietnam, 54 ethnies vivent de la riziculture et retournent la terre en permanence. Le paysage est remodelé sans cesse. Heureusement, certaines roches gravées sont situées en dehors des rizières. Comme la pierre que Philippe veut estamper ce matin. Elle est située à 1 heure de marche en haut d'une crête, parsemée d'autres roches gravées. Un patrimoine fragile, de plus en plus menacé par l'activité humaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réestamper pour voir si elle est toujours dans le même état, puisqu'on l'a estampée il y a 3 ans. Et pour voir s'il ne serait pas utile, un moment, à titre de préservation, que des pierres qui ne sont pas d'un volume trop important soient déménagées pour être amenées au musée en dessous. C'est quelque chose qu'on envisage, vu l'état de certaines pierres et vu qu'elles gênent à l'aménagement des champs aussi. Donc on peut demander à la population qu'elle respecte un certain nombre de pierres gravées, à condition qu'il y ait une contrepartie, qu'elle nous dise bon, moi ça me prend X mètres carrés dans mon champ, si vous voulez la préserver, prenez-la. Donc pour des pierres comme ça qui ne sont pas très volumineuses et pas trop lourdes, c'est quelque chose qui est effectivement envisageable. Pour l'estampage, Philippe prépare la pierre selon une méthode éprouvée. C'est une sanctuaire. Tu es en train de badigeonner la pierre avec de la banane, afin que la feuille de papier puisse adhérer. Et puis c'est biodégradable, et quand il en reste, eh ben on les mange. En 1 quart d'heure, grâce à l'estampage, la pierre révèle toutes les richesses de ses gravures. Sous le regard intrigué de jeunes cultivateurs Hmong. Ciao. Người Pháp mà.
Et il ne faut pas oublier qu'en fait, on estampe quasiment chez les gens. On est au pied de chez eux. Et souvent, des pierres auxquelles ils n'ont pas prêté attention. Ils ne voient pas vraiment ce qu'il y a dessus. Ils nous regardent avec un certain étonnement, avec nos estampages, faire surgir des formes, des lignes sur quelque chose qui est censé être de leur environnement. Cái này là gì? Cái này á? Ừ. Cái này là con trai nó làm thuê là làm ruộng. Làm ruộng à? Đây là làm ruộng, con trai làm ruộng à? C'est intéressant de poser la question aux gens. Ils ne savent pas qui l'a fait, ils ne savent pas ce que ça signifie. On demande, ben, regardez avec nous, essayez d'interpréter. Alors ça, d'après vous, ça pourrait être quoi? Oui, effectivement, ça ressemble aux meules qui servent pour le maïs. Et ça, ça doit être la rizière. Et ça, ça, c'est deux bonhommes. Et alors, c'est un garçon, c'est une fille? Ah bon. Mais bon, finalement, on leur demande de faire le même travail que nous. Est-ce que vous voyez la même chose? Donc les formes qu'on voit sur cet estampage sont à la fois les traits horizontaux qu'on trouve quasiment sur toutes les pierres, des rosaces telles qu'on en voit sur à peu près une quinzaine, une vingtaine de pierres, surtout dans cette zone, et donc qui font penser effectivement au moule à maïs, et des formes humaines. C'est assez rare. Est-ce qu'on aurait une idée de quand datent ces inscriptions? Alors, il y a quelques recherches qui ont été effectuées par nos collègues vietnamiens consistant à creuser à la base des pierres pour trouver les fragments de taille. Donc ils étaient remontés à 9 siècles. Ceci dit, que ces pierres aient été gravées il y a 3 siècles ou qu'elles aient été gravées il y a 10, ça ne change pas véritablement la donne. On ne sait pas qui exactement était là il y a 3 siècles ou il y a 10. Pas de datation précise et des inscriptions encore énigmatiques. La mission de préservation menée par Philippe est essentielle si on veut un jour percer le mystère des premiers habitants de la région. En 4 ans, Philippe a déjà recensé plus de 200 pierres gravées. Et au fil de ses campagnes d'estampage, il a tissé de véritables liens avec les habitants des villages de la région. Comme avec cette famille Mong, chez qui il ne manque jamais de s'arrêter quand il parcourt le vallon. C'est un petit village qui est très familial en fait, puisqu'il y a la maison il y a 3 générations, 4 en fait maintenant. La grand-mère, les frères, leurs enfants, et puis les petits-enfants qui sont un peu partout. Donc la notion de village est en fait réduite à un clan, quoi. À force de travailler dans ces montagnes, Philippe s'est intéressé à l'histoire de cette tribu, venue de Chine vers le 19e siècle. Merci beaucoup. C'est bon, hein, ça fait du bien. C'est le biais idéal pour approcher les populations, puisqu'on est amené à travailler directement à côté de leur maison, à engager la conversation avec les paysans, et justement d'en apprendre un peu plus sur le mode de vie, sur l'histoire, sur les préoccupations sociales actuelles et sur l'évolution de ces groupes de population. Au gré de leur rencontre, ils lui ont appris l'histoire de leur installation dans la région. Une migration lente qui s'est faite au rythme de la culture du riz. Et c'est un phénomène d'essaimage qui va de cime en cime, donc on abat des carrés de forêt, notamment en haut des versants. On y met le feu. Et la récolte est bonne pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, la terre s'appauvrit et on change d'implantation du village d'une dizaine de kilomètres. Et c'est comme ça que tous les 10 ans, les villages migraient. Le lendemain matin, Philippe et ses assistants sont repartis pour une nouvelle heure de marche dans les rizières inondées. Ils veulent retrouver la pierre la plus impressionnante de la vallée, celle qui détient peut-être la clé du mystère des roches de Sapa. Voilà, ça c'est la plus grosse des... C'est le plus gros des pétroglyphes, le plus imposant.
celui qui a nécessité le plus de temps à estamper, puisque ça nous a pris 112 feuilles, donc à peu près 55 mètres carrés. Donc on le voit assez clairement ici, les traits couvrent l'ensemble de la surface, sont distants de 2 cm les uns des autres et ne sont entrecoupés que de traits plus ou moins verticaux. L'information serait de savoir combien de temps il a bien fallu pour graver l'intégralité de la surface de cette pierre. Ça va prendre un temps absolument considérable et surtout, visiblement, issu d'un véritable projet. C'est quelqu'un qui avait de la suite dans les idées, un certain nombre de gens, parce que tous les traits sont continus. C'est pas 4 traits qu'on fait au couteau en rentrant du champ. C'est pas possible. À chacun de ces passages, Philippe reprend une empreinte de la pierre. Et chaque fois, il espère découvrir et comprendre de nouveaux détails. Donc ce que je vais faire là, c'est essayer de relever doucement les feuilles pour remarquer à la craie tout ce qui n'est pas très horizontaux. Les traits horizontaux, généralement, dominent l'ensemble de ces gravures, à tel point qu'on ne voit plus grand-chose. Qu'est-ce qui se détache à part ces traits horizontaux? Ben là, on voit une forme carrée. Et on voit que la forme carrée n'est pas immédiatement entourée de ce que l'on suppose être les rizières. Donc qu'est-ce que ça pourrait bien être autour? S'il s'agissait, hypothèse, de la case derrière nous, sur à peu près située au niveau de la maison là, il s'agirait donc ici d'un chemin qui passerait là derrière. Est-ce qu'il s'agirait ici de sentier et ici ce trait beaucoup plus large d'un ruisseau? En se disant que si ici les traits sont systématiquement comme ça, c'est qu'on n'a pas affaire à un petit ruisseau, mais à un torrent du type de celui qui est justement à côté. Il faudrait voir où termine le torrent. Mais on voit très bien où il commence, c'est-à-dire par tous ces petits traits. Ça devait peut-être avoir une fonction plus utilitaire que ce qu'on imagine, une fonction de gestion de l'eau. Pourquoi pas? Et si c'est des rizières en terrasse, ça veut dire qu'il faut gérer l'eau. Il faut faire des canaux, alimenter les rizières au fur et à mesure, et c'est raisonné. Ça demande l'accord de tous les paysans, celui qui a la rizière du haut comme celui qui a la rizière du bas. Surtout celui qui a la rizière du haut d'ailleurs. Donc, une société organisée met ça sur papier. Et si elle n'utilise pas le papier, peut-être le met-elle sur pierre. Grâce à cette pierre, Philippe tient sans doute son hypothèse la plus solide. Certaines de ces roches sculptées servaient peut-être de cadastre aux premiers cultivateurs de la vallée. Mais pour l'heure, Philippe a rendez-vous avec une autre ethnie. Vu le temps aujourd'hui, l'estampage des pierres gravées dans le vallon de Montmois à côté n'est pas simple. Et le sol est détrempé, les pierres sont mouillées, on ne peut pas y aller. Donc on change de vallée, on va à 15 km de là, dans la vallée de Tafid, qui est peuplée d'ethnies Zao. Et comme on a un programme consistant à collecter leurs manuscrits, on va en profiter, on utilise au maximum le temps dans la montagne. En collaboration avec les autorités de la province, en plus de son travail sur les pierres, Philippe participe aussi à la sauvegarde de la culture des Yao. Une autre tribu montagnarde, venue elle aussi de Chine. Une dame Yao avec une grande coiffe, une dame mariée. Les jeunes filles à côté, pas encore mariées, avec la petite coiffe. Elles ont la coiffe des jeunes filles. Cet après-midi, l'historien vient découvrir une école perdue dans la montagne. Elle n'est accessible qu'à pied, après une demi-heure de marche. Ça y est, Philippe, on est arrivé. C'est ici la maison du maître. L'école de Maître Ventieux est une des rares de la vallée où l'enseignement se fait encore en langue Yao. J'ai l'impression d'être dans un monastère.
Comme dans tous les villages, c'est dans la maison même de l'instituteur que se déroule la classe. Certains élèves font jusqu'à 50 km pour suivre les cours de maître Van Thieu. Le yao est une langue millénaire, mais l'apprentissage de son écriture s'était perdu pendant les années dures du communisme. À cette époque, la plupart des manuscrits ont disparu. Seuls quelques livres cachés par les villageois ont été sauvés. C'est avec ces rares exemplaires qu'on réapprend à écrire la langue aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez apporter à une école comme celle-là? Apporter, eh bien, précisément parce qu'on collecte un certain nombre d'ouvrages anciens, on projette d'en republier un certain nombre. Donc, on les a collectés, on en a numérisé à peu près 1 millier, et on compte en republier, parfois en version bilingue. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de manuel, et les élèves recopient à la main. Ou le professeur recopie les manuels à la main. C'est même pas photocopié. Ces manuscrits ont une valeur inestimable. C'est grâce à eux que les Yao se transmettent leur tradition. Tên là Philippe de la Bonne Nouvelle Pháp, làm việc hợp tác cùng với Sở Văn hóa Lào Cai từ mấy năm rồi. Ví dụ là cuốn sách này là một cuốn sách về đề tài gì? Cuốn sách cúng bài hát, vâng, đấy là cúng tổ tiên. Cái giấy này là giấy rất sắc, mỏng nhưng mà rất sắc. Giữ được mấy đời. Donc tous ces textes, effectivement, sont des livres recopiés, c'est des manuscrits qui sont faits sur un papier qui est une variété de zaïzan, le même papier dont on se sert pour estamper les roches. Effectivement, cái giấy này thì là de la zaytour. Côté đó là zaytour. Còn cái quyển này là cúng quyển gọi là cúng sức khỏe. Nếu mình lâu lâu thấy yếu thì cúng sức khỏe. Thì tốt lắm, tôi sẽ mua một cuốn bởi vì bây giờ thì yếu. Oui, on est toujours dans une logique de conservation du patrimoine. Les livres couraient le risque de disparaître et que les pierres, si elles ne sont pas protégées, elles seront perdues dans les champs ou à jamais. Donc dans les deux cas, on essaie de sensibiliser les populations. Et il est vrai qu'avec les manuscrits, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on tombe assez souvent sur des gens comme monsieur qui ont à cœur de préserver leur langue et d'expliquer aux jeunes comment lire les ouvrages de grand-père. C'est promis, dans quelques mois, Philippe profitera de sa prochaine campagne d'estampage pour rapporter de nouveaux manuscrits dans la petite école de la vallée de Sapa.